des interventions qui portent sur l'enjeu de la sécurité sociale lorsqu'elle devient en 1946 régime général. Je vais développer 3 enjeux. Le premier, sortir le salaire de l'entreprise et de l'initiative de l'employeur. Plus faire du salaire une affaire d'entreprise, ni d'employeur. Deuxième enjeu, sortir le salaire du contrat de travail, ne plus asseoir le salaire sur le contrat de travail. Et troisième enjeu, remplacer l'avance en capital, qui est la forme classique d'avance monétaire dans la production capitaliste, par une avance des salaires. Tous ces éléments-là ont déjà été faits, et à des niveaux tout à fait considérables. Je crois que nous sous-estimons considérablement les conquis de la sécurité sociale, qui expliquent d'ailleurs évidemment l'acharnement de la classe dirigeante contre elle. Mais peut-être que la façon dont nous la défendons, comme on dit, est vouée à l'échec dès lors que nous ne la promouvons pas pour, au contraire, faire de ces conquis partiels le dispositif général qui concerne tout le monde. En premier temps, l'enjeu de la sécurité sociale telle qu'elle va être subvertie en 1946, parce qu'en 1945, pratiquement tout existe déjà, c'est de sortir le salaire de l'entreprise et de l'initiative de l'employeur. Dans le capitalisme, on est payé par notre entreprise et à l'initiative de notre employeur. Or, la sécurité sociale, telle que, encore une fois, les militants de la CGT, pour l'essentiel, la subvertissent en 1946, sort le salaire de cette initiative de l'employeur. C'est tout à fait spectaculaire, et c'est très important, parce que tant que le salaire est versé par l'entreprise, c'est la concurrence de tous contre tous, bien sûr. Et puis on a des droits spéciaux, des droits différents selon qu'on est dans telle ou telle branche. La convention collective n'est pas la même, il y a des branches avec des conventions collectives très médiocres, d'autres avec des niveaux de salaire beaucoup plus élevés. Là, pas du tout. On instaure un salaire du même type pour tous. C'est extrêmement important dans la montée aujourd'hui de l'extrême droite qui s'appuie au contraire sur la disqualification d'une partie des travailleurs, leur désignation pour la vindicte publique, etc. etc. Tout ce travail de division et de violence qu'orchestre l'organisation par les médias dominants et par la classe dirigeante de la montée en puissance de l'extrême droite. Nous avons un outil vraiment tout à fait remarquable pour au contraire proposer une alternative sur la base de l'identité des droits pour tous. Et donc ça commence par sortir le salaire de la logique d'entreprise. Alors comment ça se fait ça ? En 1945, Arthur y faisait allusion d'ailleurs tout à l'heure, en 1945, tout existe de la Sécu, absolument tout. Vous avez plus de 1000 caisses de sécurité sociale dans lesquelles travaillent 70 000 salariés qui gèrent les cotisations et les prestations. C'est une institution considérable qui a été construite pour l'essentiel par les employeurs depuis la fin du 19e, une construction entre 1890 et 1940, dont le cœur, ce sont les allocations familiales. Plus de la moitié des prestations, c'est les allocations familiales. Et les allocations familiales, c'est des caisses territoriales, c'est des caisses territoriales d'employeurs qui gèrent les allocations familiales. Énormément de dispositifs sont des dispositifs de branche, des dispositifs d'entreprise. Il y a un petit dispositif interprofessionnel qui est les assurances sociales de 1930, mais qui est géré pour une bonne part par des caisses d'employeurs.
Bref, on a, ou des caisses pour les accidents du travail et maladies professionnelles, par des caisses d'assureurs. Enfin, on a un dispositif qui, par ailleurs, connaît des taux de cotisation extrêmement variables d'une entreprise à l'autre. Les allocations familiales qui sont le cœur de la Sécu en 1945, les allocations familiales, les taux de cotisation vont de 4 à 17% du salaire brut. C'est tout à fait énorme, la différence. C'est un dispositif illisible, un dispositif patronal, un dispositif qui maintient la division des travailleurs. L'enjeu pour la classe dirigeante, c'est évidemment en permanence de diviser les travailleurs. Et c'est évidemment pour ça qu'actuellement elle sort son joker fasciste, parce que c'est lui qui va être l'instrument de la division. En 1946, vous allez avoir une subversion complète de ce dispositif. Et la logique d'employeur, qui était la logique qui prévalait jusqu'ici, des initiatives d'employeurs, des caisses gérées par les employeurs, des taux différents d'une entreprise à l'autre, disparaît entièrement. Nous avons la création d'un régime général de sécurité sociale, alors certes qui n'est pas totalement général, mais enfin qui est quand même tout à fait significatif, puisqu'il gère dès 1947 à peu près le tiers de la masse salariale, l'équivalent de la moitié du budget de l'État dès 1947, et assez vite, beaucoup bien davantage, plus que le budget de l'État dans 1960 par exemple. Et ce salaire socialisé, il est généré par un taux unique de cotisation. Tous les taux locaux, les taux différents sont supprimés au bénéfice d'un taux interprofessionnel unique. Donc ce n'est plus à l'initiative de l'employeur que ce salaire est construit. C'est vraiment, ça s'impose aux employeurs, c'est un dispositif qui unifie le salariat, puisque les droits vont être les mêmes pour tous, du coup. À partir du début des années 80, ce salaire socialisé est aussi important que le salaire direct que chacun touche sur son compte bancaire. Donc c'est énorme. Comme sortie du salaire de la logique d'entreprise. Comme sortie du salaire, comme finalement moyen de chantage de l'employeur sur les travailleurs, comme instrument de division du salariat selon le niveau de salaire différent d'une branche à l'autre, d'une entreprise à l'autre, etc., etc. Tout ça est gommé en 1946 par le régime général de sécurité sociale, qui par ailleurs, alors pas totalement, mais est géré par les travailleurs eux-mêmes. Alors, pas autant que la CGT l'aurait voulu, mais enfin, parce que l'État conserve la maîtrise du taux de cotisation, parce qu'il y a un quart d'employeurs dans les gestionnaires. Mais enfin, les travailleurs qui gèrent le régime sont élus à partir de 47, en 47, en 50, en 55. De Gaulle, quand il arrive au pouvoir en 58, veut supprimer le truc. Il empêche que les élections aient lieu en 60, comme elles l'auraient dû, mais il ne peut pas totalement les supprimer. Elles ont lieu finalement en 62, et puis il les supprime en 67. Mais de 47 à 67, nous avons une gestion par les travailleurs de bientôt, encore une fois, à partir des années 60, d'un budget qui est supérieur à celui de l'État. Et on n'est pas donc dans un dispositif géré par les patrons, comme c'était le cas en 1945. On est dans un dispositif qui change complètement d'initiative. Dans les caisses, le conseil d'administration, qui est donc constitué de travailleurs élus, a compétence générale. Les directeurs, ils ont une compétence limitée. Et les directeurs ou directrices des caisses sont élus pour le conseil d'administration.
Donc nous avons des anticipations démocratiques sans commune mesure avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un recul démocratique énorme, hein, parce que, encore une fois, l'enjeu pour la classe dirigeante, c'est évidemment de mettre la main sur le salaire, de décider, de diviser les travailleurs entre eux, etc. Bien sûr, hein. Mais nous avons connu, hein, et on n'est pas plus bête que nos prédécesseurs, donc on va le faire, bien sûr, hein, et les sécurités sociales sectorielles vont être un outil pour reconstruire la sécurité sociale sur les modalités démocratiques que nous avons su faire vivre pendant 20 ans. Qu'il y ait un acharnement de la classe dirigeante contre ça montre qu'il faut que nous nous préparions évidemment à une lutte difficile, mais ce que nous avons fait déjà, nous pouvons le refaire, hein. Je crois que j'insiste sur le fait que on n'est pas là à rêver de trucs qui n'existent nulle part, hein. On est là à s'appuyer sur des déjà là, hein, éminemment progressistes, éminemment démocratiques, qui n'attendent que notre militance, que notre détermination. Voilà pour le premier point. Je termine sur ce premier point, sur la question du taux unique, parce que lorsque les gestionnaires du régime général arrivent en 1946, ils font face à un dispositif avec des taux très différents, dont très disparates. En matière d'allocation familiale, je le disais, le taux allait de 4 à 17% du salaire brut, et Ambroise Croizat, qui est donc le ministre communiste et en même temps secrétaire de la fédération CGT de la métallurgie, hein, il était les deux à la fois syndicaliste et politique. Croizat, dans la loi d'août 1946, supprime ces taux différents et instaure un taux unique à 16%, qui prend donc le taux par le haut, le taux supérieur, hein, et ôte cet élément important du salaire de l'initiative patronale. Le taux s'impose aux employeurs, ils ne peuvent pas l'utiliser comme outil de gestion et de division des travailleurs. Voilà le premier enjeu, hein, sur lequel je voulais insister. C'est sortir le salaire de l'initiative des employeurs, sortir le salaire de la logique d'entreprise, qui est une logique de la concurrence de tous contre tous, bien sûr. La conscience de classe, c'est le fait de poser des actes révolutionnaires. C'est pas forcément de les exprimer dans des phrases révolutionnaires. Je sais pas, lorsque, par exemple, Rocard crée la CSG, il ne dit pas « j'opère une contre-révolution capitaliste pour en finir avec la Sécu telle que les communistes l'ont construite en 1946 ». Il ne dit pas ça du tout. Il dit « les parents sont victimes du coût de l'enfant, ils ont le droit à la solidarité, enfin, etc. etc. » Et donc si on se fie à ce que dit Rocard en disant bah, c'est ce qui s'est passé puisque c'est ce qu'il dit, on passe complètement à côté de l'analyse du truc qui est fait. De fait, si tu prends les discours de Croizat, il va dire par exemple nous voulons sortir les vieux de la pauvreté. Il ne va pas dire nous voulons faire en sorte que les vieux aient du salaire et que ce ne soit plus des travailleurs aliénés à un contrat de travail, mais des titulaires d'un salaire. Pourtant, c'est ce qu'il fait. On va le voir dans le deuxième point. Il pose un acte révolutionnaire sans forcément l'exprimer comme tel, parce que je ne pense pas, quant à moi, que les idées mènent le monde. Je pense que la lutte de classe repose sur des actes qui n'ont pas forcément leur expression consciente. En revanche, que les militants de l'époque veuillent soit des anticapitalistes absolument décidés, bien sûr, ça ils le sont. Lorsque la CGT
en août 1945, qui est le moment où l'Assemblée provisoire, l'Assemblée ne sera vraiment élue qu'en novembre 1945, où l'Assemblée provisoire, qui regroupe donc les syndicats ès-qualité, des partis politiques ès-qualité, en fait, etc., discute des ordonnances qui auront lieu en octobre 1945, la CGT se bat pour un régime unique, ça c'est clair, absolument unique, pour sortir de la logique d'entreprise, de branche territoriale qui était le cas jusque-là. Elle se bat pour un régime sans État et sans patron. Sans État parce que depuis 5 ans, ils savent ce que c'est que l'État. Souvent, ce sont des résistants qui ont été pourchassés par Pétain. Donc évidemment sans État. Refus absolu, la CGT se bat pour un dispositif qui soit d'ordre privé, de droit privé, et géré exclusivement par les travailleurs. Exclusivement. Donc il y a bien une conscience très nette d'une logique révolutionnaire. Et les battus, les ordonnances de 1945 sont une défaite de la CGT. L'État conserve la maîtrise du taux de cotisation, ce qui est quand même un outil très important. Et d'autre part, il y aura un quart de patron. Donc elle n'est pas... Ces revendications ne sont pas totalement satisfaites, loin de là. Mais il y a bien effectivement, il y a bien une conscience, y compris explicite, du caractère anticapitaliste de la proposition. Maintenant, lorsque moi, 80 ans plus tard, comme chercheur, je dis qu'on sort le salaire de la logique d'entreprise, c'est plutôt comme ça que s'expriment les acteurs de l'époque. Comme chercheur, c'est de proposer une interprétation qui excède ce que disent les acteurs eux-mêmes. Tendre le micro aux acteurs, c'est un métier très utile, c'est un métier de journaliste, c'est un métier qu'il faut aussi, bien sûr. Mais comme chercheurs, effectivement, nous proposons des interprétations qui excèdent le discours des acteurs, oui, en général. Ça fait partie de la chance et des risques du métier, parce qu'on peut se tromper, bien sûr. En matière d'alimentation, c'est considérable, aussi bien pour la production des biens initiaux, lait, blé, etc., que pour les biens transformés, que pour la distribution, que pour la restauration. Il y a des tas de dissidents aujourd'hui. Que pour les outils, il y a l'atelier paysan, et dans le coup, faire des outils réparables et non pas dépendre des outils irréparables de Massey Ferguson, etc. Pour le moment, la forme majoritaire de la prise de pouvoir sur le travail s'exprime dans l'exit. Ce que nous souhaitons, nous, construire, mais pas que à Réseau Salariat, et encore une fois, nous tous, bien sûr, c'est que sur les lieux même centraux du travail, que sont les entreprises et services publics, il y a une volonté de ne travailler que selon sa déontologie, de sortir de la souffrance au travail. La souffrance au travail, c'est le fait d'accepter de faire des travaux avec lesquels on est en désaccord, tout en souffrant. L'école non capitaliste, ne faisant pas appel à la destruction du vivant par du travail mort, comme c'est le cas de l'agrobusiness, mais si tu restes en marge de l'affaire indéfiniment, tu ne changes rien à l'agrobusiness. Il faut absolument passer de l'exit à la majorité. D'où des propositions de type sécurité sociale de l'alimentation pour sortir. C'est incontestable mouvement. Enfin, chez moi, il y a une effervescence communiste aujourd'hui dans le pays. Et si on entend par communiste le fait de décider, le fait de décision citoyenne, le fait de ne travailler que selon sa déontologie. Il y a une effervescence communiste. Très supérieure à ce qu'on avait il y a 50 ans. Extrêmement supérieure. C'est quand on regarde des enquêtes, il y a 50 ans, tu as des travailleurs qui massivement acceptent de produire de la merde.
Parce qu'en même temps, ils sortent de la pauvreté, etc. Hein. Moi, je ne suis pas là du tout pour juger, hein. Je suis là pour constater simplement. Hein. Et me réjouir qu'il n'y ait jamais eu autant d'effervescence communiste dans notre pays que maintenant. Bon, hein, la société se fait avec des gens ordinaires. Hein, et il s'agit que, précisément, les droits des personnes soient tels qu'elles puissent refuser, sans que ça ait une incidence sur leur salaire, parce que ça devient un attribut personnel et non pas lié au contrat de travail, qu'elles puissent refuser de faire des travaux avec lesquels elles sont en désaccord. Mais ça n'est pas si simple que ça, hein, parce que si vous prenez les enseignants qui ont, eux, un salaire à la qualification personnelle, qui ne dépendent pas du tout de leur contrat de travail, moi j'en ai parfois marre de me retrouver dans des salles de profs avec des collègues qui me disent « Regarde le programme de 4e, là j'ai une page, là, totalitarisme, à gauche les nazis, à droite les communistes. Ben, la question c'est pourquoi tu l'enseignes? Qu'est-ce qui t'oblige à l'enseigner? Pourquoi tu acceptes de le faire? Tu as un statut qui ne t'oblige pas du tout à enseigner cette merde. Pourquoi tu le fais? Donc, avant de viser les syndicats, voyons nous-mêmes, c'est-à-dire que les syndicats, ils sont à la mesure de ce que nous sommes, je pense. Hein, et je pense que collectivement, en dehors de quelques dissidents, hein, que je salue, comme communistes, quelle que soit la conscience qu'ils ont d'eux-mêmes, ça c'est encore une autre question, l'acceptation de produire de la merde pour le capital reste majoritaire. Et c'est donc là, il y a tout un travail à faire pour sortir de cela. Mais ça n'a pas été à l'ordre du jour pour le moment, ni de la FSU, moi je suis à la FSU, ni de la CGT, ni de Solidaire, que de faire de la maîtrise du travail par les travailleurs l'objet essentiel de l'action collective. L'objet essentiel de l'action collective depuis 70 ans, et moi je suis très admiratif pour les conquis, ça a été le statut des travailleurs. Ça n'a pas été le contenu du travail. Aujourd'hui, il y a une urgence anthropologique, pas qu'écologique, il y a une urgence anthropologique. On ne va pas laisser les connards de la Silicon Valley faire de l'IA, ou alors ils vont produire des monstres, d'accord? Donc il faut que nous prenions en main l'intelligence artificielle, etc. Pour ne prendre que cet exemple-là, nous ne pouvons plus du tout laisser le travail aux mains de la classe capitaliste, c'est pas possible. Le contenu du travail aujourd'hui est tel que laissé dans les mains de la classe capitaliste, non seulement il a des effets sur notre survie comme espèce sur la planète, ça on en est clairement conscient maintenant, il y a des effets anthropologiques monstrueux dont on n'a pas assez conscience précisément. Il faut aussi ajouter aux méfaits. Le second point que je voulais développer, donc, avant que nous ayons à nouveau un échange, c'est le fait que la Sécu, telle que les communistes, puisqu'il s'agit pour l'essentiel des communistes, soit comme ministre, soit dans la CGT, en 1946, subvertissent la Sécu patronale qui est omniprésente et massivement importante en 1945. Hein. Vous me dites, ben oui, mais c'est pas ce qu'on m'a enseigné à l'école, on m'a enseigné naissance de la Sécu en 1945, on va fêter l'an prochain les 80 ans de la Sécu, enfin tous les années 5, hélas, on ferait les 75 ans, les 80 ans, enfin tout ça. Oui, ben oui. Il y a un récit entièrement faux hein, de la sécurité sociale, où il s'agit, derrière un 45 complètement fantasmé, où il ne s'est rien passé du tout, d'accord, de nier 46, c'est-à-dire la subversion communiste d'un dispositif, qui était là, omniprésent au contraire. Ce qui aussi peut nous faire réfléchir, on a un dispositif omniprésent, très puissant, que les militants étaient capables de subvertir. Pourquoi pas nous? Qui nous lamentons d'être en face de mur. Le mur était là en 1945, il ne faut pas croire. Hein. Alors si on se fait aussi une petite histoire, ah mais c'était des temps exceptionnels. Ce n'était pas des temps exceptionnels du tout. Il y avait une union des communistes aux gaullistes. Ah bon? Mais vous n'avez jamais fait 5 minutes d'archives. Hein. Un refus absolu de toute union entre communistes et gaullistes, enfin vous rigolez.
De Gaulle est tellement excédé de d'avoir dû nommer en novembre 1945, après des élections, le Parti communiste avait fait 30% des voix. Il ne pouvait pas ne pas nommer le ministre communiste, il était bien obligé. Il est tellement excédé de devoir en nommer 5, d'accord, sur ce qu'on donne à des communistes, la santé, le travail, démerdez-vous avec ça, d'accord, hein, aucun ministère régalien, etc., etc., qu'il démissionne dès janvier 1946 et devient un adversaire acharné du gouvernement, d'accord, de gouvernement dans lequel le MRP, démocrates chrétiens, et les socialistes ont une seule obsession, ne pas réaliser le programme du CNR. Bon, donc les communistes sont seuls contre tous. Hein. Et dans la CGT, en plus, les socialistes sont mobilisés par la scission, hein, par créer FO en 1947 et la FEN en 1948. Donc les questions de régime général, le Sécu, ils s'en foutent éperdument. Si vous voulez, toute l'histoire fantasmée de la Sécu, lisez mes ouvrages si vous voulez que vos yeux se dessinent, hein, bien sûr, c'est possible tout ça. Mais ne lisez pas les programmes scolaires, ça c'est sûr. Ça, et pourquoi vous les enseignent, ça c'est encore une autre question. Mais toute cette histoire fantasmée a comme objet, hein, de nier l'histoire populaire, de nier qu'il y a une classe révolutionnaire, de nier que des conquis alternatifs aux institutions capitalistes peuvent exister. De nous entretenir dans la fascination devant un système qui se reproduit. L'ouvrage phare de Bourdieu, c'est la reproduction. Voilà. Capitaliste, ça se reproduit. Ben non. Non. C'est pas ce que dit Marx, et je pense que Marx est plus intéressant parce qu'il laisse en permanence ouverte la situation. Le capitalisme, c'est une contradiction qui se déploie. Et donc, il y a tout le temps une situation ouverte. On n'est pas là, encore une fois, complètement tétanisé. Et encore une fois, je ne parle pas d'enjeux intellectuels, je parle d'institutions existantes. Le contrat de travail, c'est déjà un très gros progrès par rapport au travail indépendant, par rapport aux auto-entrepreneurs, par rapport aux livreurs de Deliveroo, par rapport aux travailleurs de plateforme, qui sont un retour à avant 1910. 1910, c'est un très grand conquis de la CGT naissante, de la SFIO, bras politique de la CGT, qui se transforme en parti communiste en 1920. 1910, c'est le Code du travail, et le Code du travail oblige les capitalistes à devenir employeurs. Il interdit la sous-traitance, il interdit d'être donneur d'ordre s'adressant à des travailleurs indépendants. C'est interdit dès lors qu'il y a un rapport de subordination entre le donneur d'ordre et le travailleur. Ce rapport doit être exprimé dans un droit spécial, le droit du travail, qui est inventé à l'époque. Avant, il n'y avait que du droit commercial, ce que tous les propriétaires de plateformes veulent réinstaurer. Le droit commercial, le droit du travail doit disparaître au bénéfice du droit commercial. Les travailleurs sont des prestataires qui passent un contrat avec un donneur d'ordre. C'est vraiment le truc tout à fait classique du capitalisme. La forme capitaliste du mise au travail, c'est pas du tout le salariat. La forme capitaliste du mise au travail, c'est le travail indépendant. Parce que c'est le plus facile à exploiter. Qu'est-ce que c'est que la conquête de l'emploi ? C'est une conquête énorme qui s'est traduite pendant le confinement. Les travailleurs du privé qui avaient un CDI, et un CDI qui respectait la convention collective, avec un salaire respectant la convention collective, ont conservé 84% de leur salaire, quoi qu'ils aient fait, ils ne comprenaient rien. Parce que dans l'emploi, on n'est pas payé pour les besoins dont on est porteur pour faire telle chose. Ce n'est pas les besoins dont je suis porteur pour faire telle tâche qui décident de mon salaire. Y compris sans tâche, je suis payé. Parce qu'il y a conquête du salaire à la qualification du poste. Alors, c'est jamais le travailleur qui est payé dans le privé, c'est son poste, d'accord ? Mais son poste, il exprime non pas l'utilité sociale de ce qui est fait dans le travail concret, il exprime la contribution de la production du poste à la production de valeur, c'est le travail abstrait, d'accord ? Et les travailleurs sont payés pour la qualification du poste. C'est déjà un très gros acquis. Mais pour ça, il faut évidemment que le capitaliste soit devenu employeur.
et que, du coup, apparaisse quelque chose qui n'existait pas avant 1910, le contrat de travail. Ça n'existe pas en 1910, puisque les rapports de travail sont réglés par le droit commercial, ce à quoi veut tout le temps revenir la bourgeoisie capitaliste, bien sûr. Donc l'invention du Code du travail, l'invention du contrat de travail, c'est un conquis qui va permettre de construire le salaire à la qualification du poste. Ça, c'est la convention collective qui apparaît en 1919. De 19 à 75, en gros, l'action syndicale majeure, c'est le conquis de la convention collective. À partir de 75, pratiquement tous les travailleurs relèvent de convention. La qualification du poste, c'est ce qui commence déjà à dénouer le salaire de sa logique capitaliste. Dans la logique capitaliste, on est payé pour que les besoins dont on est porteur pour faire une tâche précise qui met en valeur le capital, le prix de la force de travail, soit assumés. Et si vous prenez un paysan FNSEA qui fait du porc dans les conditions où André en parle, on parlait tout à l'heure, ce paysan, il a 300 000 € de dette sur le dos à 30 ans. Il se fournit en intrants chez Bayer, qui a racheté Monsanto il y a quelques années, et il vend à la centrale d'achat de Lidl ou de Leclerc. Ces trois groupes capitalistes, le prêteur, le fournisseur et le client, pompent toute la valeur qu'il fait à travers les prix qu'il lui impose. Qu'est-ce qu'il lui laisse? Le salaire capitaliste. C'est-à-dire de quoi demain fait encore le porc qui met en valeur leur capital. Au cœur du salaire capitaliste, il y a les besoins dont je suis porteur pour faire telle tâche qui met en valeur le capital. Tout l'enjeu pour la CGT, ça a été de sortir le salaire de cela. Première étape, le contrat de travail. Je ne suis pas payé pour les besoins liés à la tâche que je fais. Je suis payé pour la qualification de mon poste. Et y compris quand je fais rien, je suis payé. Deuxième étape, pourquoi est-ce que la CGT n'en est pas resté au contrat de travail comme support, au poste comme support du salaire? Dans l'emploi, c'est le poste qui est le support du salaire. C'est pour ça qu'il y a du chômage dans l'emploi. L'emploi génère du chômage. Dès lors que c'est le poste qui est payé, tous ceux qui n'ont pas de poste sont chômeurs, bien sûr. Donc lutter contre le chômage, c'est pas lutter par le plein emploi, parce que c'est l'emploi qui génère le chômage, au contraire. C'est lutter pour le salaire comme attribut de la personne, et non pas comme attribut de l'emploi, précisément. Pourquoi la CGT n'en reste pas à l'emploi? Pourquoi est-ce qu'elle va aller au-delà de l'emploi? Elle conquiert l'emploi sur l'infra-emploi. L'infra-emploi, c'est le travail indépendant. C'est le CDD de mission, c'est l'intérim, c'est tout ce qui exonère l'employeur de respecter la convention collective. Ça, c'est l'infra-emploi. C'est le salaire capitaliste. L'emploi, c'est déjà un conquis anticapitaliste. Mais qui reste à mi-chemin, puisque le poste, son contenu, sa localisation et son titulaire, c'est pas les travailleurs qui en décident du tout, c'est la bourgeoisie. Donc, tout l'enjeu pour la CGT, ça va être de passer la qualification du poste à la personne. Que ce soit la personne qui soit titulaire du salaire, et non pas son poste. Et elle va alors faire des conquis, mais formidables. Aujourd'hui, le tiers des plus de 18 ans a un salaire lié à sa personne. 17 millions sur les 50 millions de plus de 18 ans que ça. Le tiers des plus de 18 ans a un salaire qui est un attribut de sa personne, qui ne peut lui être piqué ni par l'État, ni par le marché. Rien. Attribut de sa personne. Et non pas sous la dépendance d'un employeur, ça c'était le premier conquis, et pas lié à son contrat de travail. Ça, c'est le deuxième conquis. Alors, c'est quoi ce conquis? C'est la sécurité sociale telle qu'elle se met en place en 1946 contre la sécurité sociale patronale. Encore une fois, moi, je ne défends pas la sécurité sociale. Je défends le régime général qui subvertit en 1946 la sécu patronale omniprésente. Alors, le régime général, c'est un lieu, mais alors incroyable, d'attribution du salaire, non plus à la personne, non plus au poste de travail, mais à la personne. J'ai dit que le cœur de la sécurité sociale patronale, telle qu'en héritent les communistes de la CGT et du ministère du Travail fin 1945, et ils vont
subvertir tout ça en l'espace de 6 mois. Les choses sont en place en juillet 1946. Il a fallu une sacrée mobilisation. Ça ne s'est pas fait comme ça. Les allocations familiales, qui représentent 55% des prestations en 1945, c'est une arme de guerre des patrons contre la hausse des salaires. Elle a été inventée d'abord dans la fonction publique à la fin des années 90, 1890. Pourquoi dans la fonction publique? Parce qu'au XIXe siècle, les seuls travailleurs pour lesquels il y a un débat public du salaire, qui ne s'appelle pas salaire, ça s'appelle traitement, le mot salaire est inexistant au XIXe siècle. Les ouvriers, c'est la paye, les fonctionnaires, c'est le traitement, enfin, le mot salaire ne s'impose qu'après l'emploi. C'est vraiment à partir de 1910 que le mot salaire va s'imposer et que les salariés, le mot salarié va exister. C'est un mot qui est inexistant au XIXe siècle. Sauf dans la langue savante. Dans la langue savante, Marx parlera de salaire, etc. Mais dans la langue courante, personne ne parle de salaire, ça n'existe pas. Donc les seuls travailleurs dont la rémunération fait l'objet d'un débat public, c'est les fonctionnaires, c'est le débat parlementaire annuel sur la loi de finances. Et l'obsession des députés, c'est comment ne pas augmenter les fonctionnaires. Et la solution qui est trouvée, mais je vous renvoie à mes bouquins, je n'ai pas le temps d'expliquer le pourquoi, mais je pose simplement le résultat. La solution qui est trouvée, c'est un supplément familial réservé aux parents de plus de 2 enfants, de 2 enfants et plus. Et donc, ça se construit entre 1997 et entre 1897, pendant c'est les douaniers au départ, les instits en 1907, les militaires en 1907 aussi, et puis finalement en 1917, tous les fonctionnaires. Les associations de fonctionnaires, puisque le syndicalisme est interdit à l'époque pour les fonctionnaires, sont vent debout contre le supplément familial, qui est un obstacle à la hausse générale des salaires. Et en 1932, lorsque arrive en France la crise américaine, qui elle démarre en 27-28, lorsqu'elle arrive en France en 1932, le ministre du Travail de l'époque, qui est un certain Laval, homme qui s'illustrera par la suite, invente les allocations familiales dans le privé. Avec le même argument, la crise arrive, vous allez avoir un outil au patron pour vous opposer à la hausse des salaires. Et ça va être un outil très efficace. Alors, dans la loi initiatrice des allocations familiales dans le privé, le taux de cotisation est de 4%. Et nous l'avons vu en 1945, quand Croizat arrive au ministère, il va de 4 à 17% du salaire brut. Pourquoi? Parce que c'est des logiques de boîte, c'est des logiques territoriales. Pas de boîte, parce que pour éviter la concurrence entre capitalistes, entre employeurs sur un territoire, entre des employeurs qui n'auraient que des chargés de famille, puis d'autres qui n'aient pas, la logique est territoriale. C'est des caisses locales, gérées par les patrons. Quand on regarde les sanctions des conciliateurs des occupations d'usines de 1936, vous savez que ces occupations d'usines se terminent par une sanction d'un conciliateur, quelque chose qui s'impose. Ce n'est pas un truc consultatif, c'est obligatoire. Les salariés et employeurs doivent respecter la sanction du conciliateur. Et bien alors là, c'est tout à fait clair. Si les salariés revendiquaient 30% de hausse des salaires, ce sera 15. Et puis 15 points de cotisation patronale aux allocations familiales. Si c'était 20%, ce sera 10-10. 10%, ce sera 5-5. C'est un outil de guerre contre la hausse des salaires. La CGTU est vent debout contre les allocations familiales, bien sûr. Et en plus, puisque c'est un supplément familial de salaire, il faut être dans le poste. Si vous êtes chargé de famille, mais en congé maladie, ou en invalidité, ou en retraite, pas d'alloc. Il faut être sur son poste de travail. Qu'est-ce que fait Croizat en 1946 ? Il dit pas, pout, c'est de la merde, on va faire autre chose. C'est ça l'inventivité communiste, c'est de savoir se saisir d'institutions pour les subvertir. Et interrogeons-nous sur notre capacité à le faire aujourd'hui encore. Moi, j'étais, comme tout chercheur en sciences sociales critiques, j'étais au service de la classe ouvrière, d'accord ? J'écrivais dans la semaine le récit dont la bourgeoisie a besoin. Le capitalisme génère des victimes. Il n'y a pas d'alternative.
il y a une seule classe pour soi, la bourgeoisie. Vous faites carrière en disant ça, vous ne dérangez personne. Vous dénoncez le capitalisme. Oh, ça, et en plus, le dimanche, vous êtes du bon côté. Vous êtes solidaire des victimes. Ah, moi, j'ai tenu 30 ans sur ce truc, c'est facile. Vous savez. Pourquoi est-ce que je suis à l'école de la classe ouvrière? Parce que j'ai renoncé à ce récit. Oui, il y a une classe révolutionnaire. Oui, il y a une conscience de classe révolutionnaire. Oui, il y a du déjà-là communiste dans le capitalisme même. Sortir le salaire de la logique de l'entreprise, le sortir de la logique du contrat de travail. Qu'est-ce qui est fait en 1946? Alors, hors sécu d'abord. Hors sécu, c'est la loi Thorez d'octobre 1946. Enfin, je ne sais plus. Automne 1946, je ne sais plus si c'est octobre. Sur la fonction publique. Et qu'est-ce que c'est que le cœur de la fonction publique? C'est que le fonctionnaire est titulaire de sa qualification. Ça s'appelle comment, la qualification du fonctionnaire? Un grade, d'accord? Un fonctionnaire, il a un grade. Pourquoi est-ce que c'est un vocabulaire militaire? C'est parce que c'est né au départ, au 19e siècle, chez les militaires, singulièrement chez les officiers de marine, puisqu'il s'agissait d'accompagner, donc c'est pour une fort mauvaise raison, hein, d'accompagner la conquête coloniale. Et les officiers de marine étaient décisifs pour eux. Qu'est-ce que dit la loi, justement, qui va ensuite être... tous les fonctionnaires vont s'en emparer pour obtenir le même droit. Les officiers de marine étaient titulaires de leur poste. C'était un reste d'Ancien Régime. Dans l'Ancien Régime, les officiers sont titulaires de leur régiment. Ils en sont propriétaires. Hein. Et puis l'allégeance aristocratique fait qu'ils font allégeance aux politiques, hein, à travers la relation aristocratique au roi. Bon, à la Révolution, tout ça disparaît, bien sûr. Mais reste du truc, les officiers sont titulaires de leur poste. Or, pour un gouvernement, c'est le gouvernement Louis-Philippe au départ, qui prend le prétexte de la conquête de l'Algérie, qui veut conquérir un empire colonial. Les officiers de marine sont ici, il faut qu'il les envoie où il veut. Il ne faut plus qu'ils soient titulaires de leur poste. Et donc il les pose comme titulaires de leur grade. Et tous les fonctionnaires vont s'emparer de cette affaire pour devenir, mais ça va durer jusqu'en 1946, c'est une bagarre qui va durer un siècle, hein, pour devenir titulaires de leur salaire, titulaires de leur qualification, à travers un concours, hein, qui les pose comme titulaires. Conquis énorme, c'est la personne, c'est pas le contrat de travail. Moi, comme fonctionnaire d'État, je n'ai jamais eu de contrat de travail, jamais. Je n'avais pas d'employeur qui serait en mesure et de me recruter et de me licencier. J'étais recruté par un dispositif collectif autogestionnaire, globalement. Personne d'autre ne me recrutait que des collègues qui ne connaissaient pas, bien sûr, pour qu'il n'y ait pas de copinage, mais enfin tout ça existe, tout ça a existé. Ayant conscience, enfin, qu'il faudrait peut-être que nous soyons à la hauteur de tous ces conquis. Hein, et d'abord que nous les connaissions, hein, pour pouvoir voir comment on peut les généraliser. Moi, je n'ai jamais eu d'employeur. Si, les 13 ans où j'étais contractuel, ils avaient un employeur, bien sûr. Un employeur très emmerdant, comme tout employeur par définition. Mais ensuite, non. Je n'avais pas d'emploi. J'avais une qualification personnelle. Si je changeais de poste, je ne changeais pas du tout de salaire. C'est pas mon poste qui définissait mon salaire. C'est moi qui en étais titulaire. La loi Thorez qui met dans la loi ce long conquis, hein, c'est pas Thorez qui crée ça, hein, il met dans la loi, enfin dans la loi, ce long conquis d'un siècle des fonctionnaires. Eh bien, elle concerne 500 000 personnes à l'époque. Aujourd'hui, 6 millions. Avis à tous les fascinés du fascisme qui disent que tout fout le camp, d'accord? Arrêtons avec ce truc! Laissons à Bolloré le soin de nous tétaniser. N'adhérons pas à ce machin. Et donc, qu'est-ce que vont faire les ministres communistes, puisque les autres ne sont pas du tout sur ce truc, loin de là. Alors, à la production industrielle, Marcel Paul copie le statut de la fonction publique complètement.
pour les électriciens et gaziers, en nationalisant EDF-GDF. Vous allez avoir la même chose à la RATP, la même chose chez les postes, à la Poste et les communications. Vous avez la même chose à la SNCF, enfin en reprenant un statut qui avait déjà été créé en 1937. Bref, vous avez une extension considérable du salaire comme droit de la personne et non pas comme droit du contrat de travail. C'est très important. Comment est-ce que nous pourrons faire la rupture écologique absolument urgente qui est l'occupation si nos droits dépendent de notre contrat de travail avec une entreprise? Mais nous allons fermer notre gueule. Si mes droits dépendent de l'entreprise dans laquelle je suis, je ne m'en vais pas entrer en conflit avec elle, en disant, mais enfin, ce qu'on fait, c'est de la merde. Pour pouvoir entrer en conflit, encore faut-il que je sois titulaire de mes droits. Les droits économiques doivent être un attribut de la personne et non pas du contrat de travail. Donc, extension du statut de fonction publique à toute une série de travailleurs d'entreprises publiques. Et puis, alors, en matière de sécurité sociale, j'arrive là sur le régime général. Croizat fait des choses absolument inouïes. Un, il supprime tout lien entre emploi et allocation familiale. Jusque-là, il fallait être dans l'emploi. Maintenant, dès lors qu'on est parent de 2 enfants, on a droit aux allocations familiales. Et ces allocations familiales, il en fait un salaire. C'est payé par les employeurs. Et pour 2 enfants, c'est 225 heures de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie, par mois. Et à l'époque, on est avant 68, donc avant la mensualisation, les ouvriers spécialisés sont payés à l'heure. Quand le taux horaire augmente, les allocations familiales augmentent, c'est du salaire. C'est du salaire supérieur à celui des OS, parce qu'il ne faisait pas 3000 heures par an, hein. Plus qu'aujourd'hui, mais pas 225 heures par mois. Ça se voit dès 47. Dès 47, quand on regarde les statistiques du salaire, en 47, Alvin a fait un bouquin tout à fait remarquable sur la question à l'époque. Quand on prend les familles ouvrières, ils avaient en moyenne 3 enfants. Les familles ouvrières, la moitié du salaire, c'est les allocations familiales. La moitié du salaire n'est pas liée à l'emploi. Elle est liée à la personne des parents. Vous comprenez que l'obsession de la classe dirigeante, ça va être en finir avec ce droit au salaire des parents. C'est la création de la CSG par Rocard, hein, qui va le faire comme toujours. Alors, il ne va pas dire « je fais une contre-révolution capitaliste hein, », c'est pas ça la conscience de classe. C'est pas dans le discours, c'est dans les actes. Il va dire « les parents, bah, c'est pas des travailleurs, ils n'ont pas droit au salaire. En revanche, c'est des victimes. C'est des victimes du coût de l'enfant. Et comme toute victime, elle mérite la solidarité. Et je vais faire un impôt de solidarité, la CSG. » C'est le discours capitaliste, mais permanent. Refuser le statut de travailleur, poser les... Il va faire exactement la même chose pour le RMI. Hein. Le RMI, ce n'est pas des chômeurs, c'est des pauvres qui ont droit à un revenu minimum. Ils n'ont pas droit au salaire qui a été conquis pour les chômeurs. Ils ont droit à un revenu minimum. Dès que vous avez une victimisation et un appel à la solidarité, dans la bouche de ces gens-là, hein, bien sûr, hein, vous êtes sûr que c'est une opération cassage de gueule. Les 2 mots, victime, solidaire. Ouh, c'est sûr. C'est assez facile à décrypter. Donc, la déconnexion entre salaire et contrat de travail s'opère sur le cœur de la Sécu de 45, les allocations familiales. Je vous laisse imaginer ce que c'est que le discours patronal, le discours du MRP, le discours des socialistes, le discours du patronat, etc. sur la chose. Hein. Évidemment, ils sont totalement hostiles. Deuxième mesure que fait Croizat, ça concerne la retraite. Il copie complètement la retraite des fonctionnaires. Jusqu'ici, la retraite, c'était « j'ai cotisé, j'ai droit ». J'ai une pension à la mesure de mes cotisations. J'ai pas dépensé tout mon salaire quand j'étais actif, j'en ai mis au pot commun.
J'ai été solidaire. Dès que vous entendez le mot solidaire dans ma bouche, évidemment, vous vous dites il y a un lézard quelque part. Mais on va voir. J'ai été solidaire. Quand je suis inactif, j'ai le droit de récupérer à travers les cotisations, on est en répartition bien sûr, à travers les cotisations des actifs actuels, les cotisations que j'ai mis au pot commun quand j'étais moi-même actif. J'ai cotisé, j'ai droit. Solidarité intergénérationnelle. Nous sommes là au cœur du discours capitaliste sur la retraite. Quelqu'un qui n'est pas subordonné, quelqu'un qui n'a pas de contrat de travail, n'a pas droit au salaire. Le salaire, c'est le prix de la subordination. Ben non. Les communistes inventent le salaire comme outil de la liberté, au contraire. Pourquoi est-ce que chez les fonctionnaires, la pension, c'est la poursuite du dernier salaire? Parce qu'un fonctionnaire est payé pour sa qualification et qu'il ne perd pas sa qualification s'il est prof certifié, il est prof certifié jusqu'à sa mort. S'il est ouvrier d'État, 6e échelon, il est ouvrier d'État 6e échelon jusqu'à sa mort. Un fonctionnaire est titulaire d'une qualification qu'il ne perd pas avec la fin du service, donc il est payé jusqu'à sa mort. Dans la fonction publique d'État, il n'y a pas de caisse. Alors, il y a une fiction qui est sur la feuille de paye des fonctionnaires d'État retenus pour pension civile, c'est une pure fiction, il n'y a aucun flux monétaire qui irait quelque part. Le trésor public continue à payer les fonctionnaires jusqu'au bout. Nous sommes à la fois, dans ce que j'ai dit dans le premier point, nous sortons le salaire de la logique d'entreprise, et vous comprenez bien maintenant pourquoi est-ce que, depuis à peu près 15 ans, progressivement, les établissements publics deviennent propriétaires de leur patrimoine, et que leur masse salariale leur est affectée. Ça va, ça? Et que c'est les hôpitaux qui payent leurs salariés, que c'est les lycées qui payent leurs salariés, etc. D'accord? Pour sortir de pour revenir à la logique de l'employeur. Donc, au contraire, là, nous avons une logique éminemment communiste. Si par communiste, on entend les droits qui permettent la souveraineté citoyenne sur la production. Je m'occupe que de ça, c'est la question du travail qui m'intéresse. Il y a d'autres champs, évidemment, de légitimité du communisme. Je parle dans le champ qui m'intéresse, c'est-à-dire le travail. Il faut évidemment, que ce ne soit pas les entreprises qui payent leurs salariés, ça c'est fondamental, ça c'est pour sortir du chantage, et des inégalités selon la branche, l'entreprise, etc. Pour qu'il y ait un statut unifié, et une grille salariale unique, quelle que soit la branche, quel que soit le type de travaux que l'on fait. Et puis la deuxième chose, c'est que le salaire soit un attribut de la personne et non pas du contrat de travail. Que ce soit en tant que personne que je sois titulaire de mon salaire. Bien alors, l'extension du statut de fonction publique aux salariés du privé à propos de la retraite, c'est tout à fait ça. En Croizat, supprime tout lien entre cotisation et pension dans le calcul de la pension. On ne tient plus compte du tout des cotisations. Aujourd'hui encore, sur les 340 milliards de pensions, vous en avez 250 qui sont calculés en ne tenant aucun compte des cotisations. C'est pas du tout j'ai cotisé, j'ai droit. Nous avons conquis le droit d'avoir un salaire sans avoir à le quémander à un employeur. C'est fondamental. Encore une fois, aucune mutation anthropologique et écologique ne sera possible tant que nos droits dépendront d'un rapport avec un employeur. Aucune. C'est pas une condition suffisante. Les profs du lycée qui appliquent les programmes avec lesquels ils sont en désaccord montrent que c'est pas une condition suffisante. D'accord ? Il faut aussi être déterminé à ne travailler que selon sa déontologie. Ça, c'est un conquis qui, pour le moment, n'existe pas. Sauf dans l'exit des marginaux. Mais le conquis de base, sans lequel rien d'autre n'est possible, qui consiste à faire du salaire un attribut de la personne, là, c'est absolument décisif. Les retraités, si la pension est inférieure au SMIC, c'est pas du salaire. Mais sur les 17 millions de retraités aujourd'hui, vous en avez 9, surtout des hommes, dont la pension est égale ou supérieure au SMIC. Ajoutez ça aux 6 millions de fonctionnaires, vous en avez 9, alors que lorsque Croizat énonce tout ça, vous en avez quelques centaines de milliers. Encore une fois, arrêtons avec notre espèce de fascination, de tétatisation du tout fout le camp. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai, tout ne fout pas le camp.
Et donc, additionner donc les 9 millions de retraités qui ont un salaire lié à leur personne, que personne ne peut leur enlever, etc., que tu l'attribut de la personne, les 6 millions de fonctionnaires, les salariés à statut, vous arrivez à 17 millions de personnes qui aujourd'hui, sur les 50 millions de plus de 18 ans que nous sommes, ont un salaire à la qualification. Eh bien, quel est l'enjeu, sinon, de passer à 100%? Parce que si on ne passe pas à 100%, cet acquis, ce conquis-là va disparaître, c'est évident. Nous avons construit une libération de presque la moitié du salaire de la logique d'entreprise. Nous avons construit une libération du salaire, du contrat de travail pour le tiers des plus de 18 ans. Nous avons construit, alors, c'est le troisième point, le remplacement de l'avance en capital par l'avance en salaire. C'est là qu'on renoue avec ce que les camarades d'émancipation ont proposé en matière de sécurité sociale de l'alimentation tout à l'heure. Là, on est à la fin des années 50. Et j'ai parlé jusqu'à présent en matière de sécurité sociale de la vieillesse et de la famille. J'ai oublié, d'ailleurs je vais le faire quand même, de parler du chômage, hein, parce que la CGT, en août 1945, elle revendique que le nouveau régime de sécurité sociale, qui va complètement subvertir la sécurité sociale patronale telle qu'elle existe, inclut le chômage. Bon, là encore, les ordonnances de 1945, je l'ai dit, c'est une défaite de la CGT, donc ça n'est pas acquis. Mais en 1958, lorsque l'UNEDIC est créée, c'est encore dans la même logique que 46, c'est-à-dire affirmer le droit au salaire de gens qui n'ont pas de contrat de travail. Affirmer le droit au salaire comme un attribut de la personne, et non pas un attribut du contrat de travail. C'est ce que fait l'UNEDIC. L'UNEDIC, il proclame le droit au salaire des demandeurs d'emploi. Et au départ, c'est un droit de 33% du salaire brut, c'est-à-dire pas grand-chose, mais avec une bataille énorme de la CGT tous ces tracts des années 60, c'est hausse du taux de cotisation en permanence, hausse du taux de cotisation, fait que en 79, qui est la convention UNEDIC la plus progressiste, depuis ça a été de mal en pis, depuis 79, dans la convention UNEDIC de 79, le taux de remplacement, c'est de 57% du salaire brut, 70% du net, c'est toujours ça, 70% du net. Droit au salaire de personnes qui n'ont pas d'emploi. Vous comprenez que la riposte, pas simplement patronale, la riposte de classe, et dans les adversaires de classe, j'inclus la direction de la CFDT, qui en 92 devient gestionnaire de l'UNEDIC, puisqu'en 92 le patronat change de syndicat d'accompagnement. Ce n'est plus FO, c'était FO jusque-là. C'est FO qui avait accompagné toutes les saloperies jusqu'à 92. Depuis 92, c'est la CFDT. Ça ne veut pas dire que tel ou tel militant de la CFDT n'est pas admirable. Moi, je connais des militants de la CFDT absolument admirables. Je parle de la direction nationale, qui est une organisation qui est évidemment un adversaire de classe, qui ne peut pas être un partenaire. D'où les ambiguïtés de l'intersyndicale, évidemment. Et le fait qu'elle ne peut jamais réussir à quelque chose d'important. La CFDT en 92 va lancer la grande campagne. Le salaire pour les chômeurs, c'est une dépense passive. Il faut activer les chômeurs. Il faut activer leurs chômeurs en sécurisant leur parcours professionnel, grâce à un service de l'emploi efficace qui va améliorer leur employabilité. Et il faut que les chômeurs s'activent pour améliorer leur employabilité. Moi, je connais aucun patron assez con pour trouver plus employable un travailleur après qu'il soit passé par le service public de l'emploi, mais enfin, c'est en tout cas la fable qu'on nous raconte. Là, nous sommes dans le déni du droit au salaire pour les chômeurs. Hélas, la CGT va appeler les chômeurs à la même époque les privés d'emploi. Hélas. C'est-à-dire qu'on ne pose pas le chômeur comme ayant droit au salaire.
Grand conquis de 58-79. C'est tous ces conquis-là que nous laissons aller comme ça, de façon irresponsable. Hein. Le maître mot du communisme, c'est responsabilité. Enfin, devenons enfin responsables. Arrêtons d'être des irresponsables pleurnichards. Hein. Ou alors volontaristes sur des bases qui n'existent pas. Alors que nous avons des bases qui existent. Fin des années 50, donc, outre la naissance de l'UNEDIC, qui va inclure le chômage dans le conquis du salaire lié à la personne et non pas au contrat de travail, vous allez avoir la révolution de la mise en sécurité sociale des soins. Alors, fictivement, ils le sont depuis 1930. Hein. Les assurances sociales de 1930 créent une mise en sécurité sociale des soins, mais les hôpitaux sont alors réservés aux insolvables. Donc les assurés sociaux de 1930 qui ne sont pas insolvables ne peuvent pas aller à l'hôpital. Contradiction que Pétain, d'ailleurs, c'est Vichy, lèvera en supprimant la condition d'insolvabilité en 1941. Mais dans les années 50, un hôpital public qui a été le lieu de l'indigence pendant des siècles, c'est encore une institution d'une médiocrité technique, etc., absolument considérable. Quant aux soins de ville, les organisations professionnelles des soignants, kinés, infirmiers, médecins, se sont construites dans les années 30 en riposte aux assurances sociales pour refuser le conventionnement, au nom de la liberté des tarifs. Hein, avec tact et mesure, c'était ça. Les tarifs, nous les pratiquons avec tact et mesure. Mais on ne veut pas qu'on nous les impose. Donc, les soins ambulatoires ne sont pas remboursés. Alors, les mairies communistes ou socialistes créent des centres de santé gratuits, des offices d'hygiène sociale, des machins comme ça, mais tout ça reste très faible. Hein. Vichy a créé la médecine du travail, a créé la PMI, mais tout ça restait extrêmement faible. Donc, fin des années 50, le système de santé, la production de soins, c'est proche de zéro. Début des années 80, et pour plusieurs dizaines d'années, nous allons être au premier rang mondial. Alors, premier rang mondial, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais enfin, c'est quand même pas nul. Comment s'opère cette mutation considérable? Par une hausse du salaire socialisée, c'est-à-dire par une hausse des cotisations sociales. Lorsque on regarde le taux de cotisation dans les années 50, c'est 33% du salaire brut. Assez proche de 45%. Ça n'a pratiquement pas bougé. Début des années 80, 55% du salaire brut. Une progression, mais inouïe du taux de cotisation. Les caisses de sécurité sociale, pas que la santé, la vieillesse aussi, les allocations, etc., sont richement dotés. Ils sont richement dotés de salaires, ça va? Et c'est ce salaire qui va être avancé pour construire les CHU. La caisse d'assurance maladie, elle va payer les maçons et les ingénieurs qui construisent les hôpitaux. Elle va payer les chercheurs et les etc. qui construisent les outils, les métallurgistes, etc., qui construisent les outils utilisés à l'hôpital ou dans les cabinets médicaux. Les médicaments, c'est encore Rhône Poulain qui est nationalisé, c'est pas encore le Sanofi dont l'assurance maladie et la vache à lait, c'est des entreprises publiques. Donc, on a un dispositif qui supprime l'avance en capital comme préalable à la production. Là encore, dans le catéchisme capitaliste qui est enseigné à l'école, hein, toute production suppose une avance monétaire, ça c'est vrai. Toute production suppose une avance monétaire. Mais, ajout capitaliste, une avance monétaire à crédit. Avant même que nous travaillions, nous sommes endettés. Vis-à-vis d'un prêteur, soit qui crée de la monnaie, et la création monétaire est évidemment à crédit, c'est ce que j'ai enseigné pas très longtemps quand même. J'ai essayé d'être cohérent et de n'enseigner que ce qui correspondait à ma déontologie, dès que j'ai vu la supercherie. Mais ça reste encore la position des économistes atterrés, par exemple. Disant, on peut la dette, mais ça n'a pas d'importance, l'État, il l'a fait rouler, vive la dette, enfin oui, machin comme ça, oui. C'est la position de toute la gauche de gauche. Hein.
pôle public de crédit. Il faut du crédit. Le crédit privé, c'est mauvais. On va faire un bon crédit, un crédit public. Si c'est public, c'est bon. Il ne faut pas avoir grande histoire sociale pour identifier bon et public. Donc, vous avez fait venir Nicolas da Silva, vous avez discuté avec lui, il montre comment l'adversaire acharné de l'auto-organisation des travailleurs en matière de soins, c'est l'État social. Il en fait une démonstration magistrale sur 2 siècles. Donc, bon, avis à tous ceux qui attendent tout de l'État et d'une victoire à la présidentielle pour changer les choses, enfin, etc., etc. Là, nous sommes dans d'immenses illusions collectives. Et donc, c'est pour ça que la CGT en 45 dit Sécu sans État, bien sûr. Et sans patron. Et donc, la sécurité sociale, l'assurance maladie, va avancer les salaires nécessaires à la mise en place du système hospitalier. Avancer les salaires des soignants, qui sont des fonctionnaires donc complètement libérés du marché du travail, payés à la personne, c'est comme ça qu'elle étend la fonction publique. Des conquis de ce genre qui ne sont pas étendus, ils disparaissent tous les uns après les autres. C'est absolument irresponsable, je le dis clairement, que de ne pas se battre pour que de 18 ans à la mort, tout le monde soit titulaire d'un salaire. Si nous ne nous battons pas pour cela, il est clair que ceux qui le sont encore, comme moi, ça disparaîtra. Ça, c'est sûr. Parce que là, nous sommes aux antipodes du capitalisme, qui n'est maître du travail que par le chantage à l'emploi. C'est par ce chantage qu'il nous impose des travaux que nous n'avons pas décidés. Donc c'était complètement irresponsable collectivement que de ne pas avoir comme mot d'ordre tout le monde, à 18 ans, jusqu'à sa mort, de devenir titulaire du salaire comme droit politique. Non seulement nos anciens ont conquis des prémices de tout cela, mais ils ont conquis une prémisse absolument énorme, nous libérer du second fatum. Dans le capitalisme, il y a 2 fatums qui pèsent sur nos têtes. Le chantage à l'emploi, le fait qu'on n'est payé qu'après avoir posé l'acte de subordination. Deuxième fatum, l'endettement. Pour travailler, il faut d'abord s'endetter, soit individuellement comme travailleur indépendant, soit collectivement comme membre d'une entreprise qui est endettée, ou de l'hôpital qui est endetté. Nous sommes au cœur du capitalisme. La puissance d'une classe repose sur le monopole qu'elle exerce sur le travail, et non pas sur l'argent. Je le répète indéfiniment pour tous ceux qui pensent qu'une bonne fiscalité va nous sortir de la merde. Piketty a écrit un bouquin de 1000 pages sur 100 ans de statistiques fiscales, d'accord, qui montre qu'on ne peut jamais s'attaquer au capital par la fiscalité. Parce que, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, les groupes capitalistes sont parfaitement capables d'échapper à l'impôt. Ils le font en permanence. Donc en aucun cas, la fiscalité est une arme contre le capital. En aucun cas. Et en aucun cas, le crédit public. Il s'agit de supprimer de nos têtes la fatalité de devoir rembourser pour travailler. Et donc, ce que je trouve vraiment admirable, ça a été la capacité dans laquelle nous avons été collectivement de mettre en place la production de 10% du PIB, parce que la santé c'est 240 milliards sur les 2600 à peu près, 10% du PIB, sans aucune logique capitaliste, avec des travailleurs libérés de la dette. Quand on regarde les enquêtes d'opinion, les enquêtes de satisfaction au travail des soignants dans les années 70-80, vous n'avez que du bonheur. Figurez-vous qu'ils travaillent pour soigner. C'est incroyable. Aujourd'hui, un soignant ne travaille pas pour soigner. Il travaille pour rembourser la dette de l'hôpital. Moyennant quoi, il a perdu le pouvoir sur son travail. C'est les gestionnaires qui ont pris le pouvoir sur le travail, qui lui imposent des protocoles à la place de la clinique. Ça va, ça? Et qui fait que de temps en temps, vous avez peur d'aller à l'hôpital. De vous trouver en face de quelqu'un qui va appliquer un protocole. Tout ça s'accompagne d'une mutation de l'enseignement de la médecine, où on pose, pour des raisons de scientificité,
le protocole comme plus sûr que la clinique. La clinique, c'est l'aléa du rapport interpersonnel. C'est comme le protocole de l'épandage, c'est quand même plus sûr que la clinique du rapport aléatoire au vivant en matière d'agriculture. Tout ça, nous sommes dans la même logique. Et n'espérons pas nous en libérer si nous ne libérons pas de la dette. D'où l'absurdité de la proposition de pôle public de crédit. Proposition totalement aliénée. Illusion sur l'État. Vous voyez, l'acceptation qu'on ne peut travailler qu'en étant endetté. Ça a été fait, la démonstration a été faite. Qu'était la riposte? Geler le taux de cotisation, bien sûr. De sorte que l'endettement revienne. On n'a pas inventé le crédit public, on a inventé la suppression du crédit. C'est merveilleux. Moi, c'est pour ça que je suis à l'école de la classe ouvrière, vous comprenez? Je ne suis pas au sans-service, comme un pauvre con qui est au service de victimes. Je ne méprise pas les travailleurs pour ne pas les désigner comme des victimes. Je suis à l'école de conquérants, c'est tout à fait autre chose.